porter sur moi et embrasser Binge Audio pour moi. Cette histoire commence en 2019 avec une photo prise près du lac Majeur en Italie. Sur ce cliché franchement pixelisé, on distingue deux hommes. L'un d'entre eux est un agent du renseignement russe, l'autre, un militaire français. Ils travaillent en Italie pour l'OTAN, l'organisme international de défense collective qui réunit des militaires de nombreux pays, des États-Unis jusqu'à l'Estonie. Si on regarde attentivement cette photo, on voit que l'agent russe remet aux Français une clé USB et un téléphone portable. Est-ce un acte anodin, le fruit du hasard, ou bien le début d'une affaire de compromission d'ampleur internationale ? Pour cerner le profil du militaire, que nous appellerons Marc, il faut revenir sur son parcours. Dans les années 90, Marc fait la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr. Issu de la vieille noblesse française, ses camarades le décrivent comme un fervent catholique. Dès le début de sa carrière, Marc est très investi, mais ce qui le passionne par-dessus tout, c'est la Russie. Ça fait des années qu'il apprend la langue, ce qui lui permet de passer 2 ans comme attaché de défense au Kazakhstan, un pays à forte influence russe. C'est sans doute cet intérêt pour la culture slave qui attire l'attention des services de renseignement russes à l'affût de la moindre proie. Ils ne ménagent pas leurs efforts pour recruter des agents doubles, et Marc en est le parfait exemple. Se pencher sur son cas, c'est se plonger dans les méthodes et techniques de recrutement d'un pays dirigé par un ancien espion. D'ailleurs, on dit souvent en Russie qu'il y a un espion dans chaque famille. Yuri, l'espion qui figure sur la photo aux côtés de Marc, en fait partie. Il appartient à ce qu'on appelle le GRU, le renseignement militaire russe. Leur particularité, c'est de ne pas faire dans la dentelle. Ils se spécialisent dans le sale boulot, comme les actions de sabotage ou les assassinats, avec bien sûr l'Europe comme terrain de jeu. On les connaît notamment pour avoir tenté d'empoisonner l'ancien agent Sergei Skripal au Royaume-Uni, mais aussi pour avoir ciblé un marchand d'armes hostile à Moscou ou participé à un coup d'État pro-serbe au Monténégro. Et leur particularité, c'est qu'ils continuent d'envoyer ce qu'on appelle des illégaux, c'est-à-dire des agents russes qui passent des années à s'entraîner pour prendre une identité qui n'est pas la leur. Ils ont été des dizaines à se faire passer pour des Américains, des Anglais ou des Brésiliens. Le but des agents du GRU, c'est de recruter en masse des sources potentielles. Des universitaires, des journalistes ou encore des militaires, comme Marc. Car ils le savent, les informations qu'ils pourraient fournir sont précieuses. Leur procédé, vous allez le voir, est bien rodé et ils n'hésitent pas à l'appliquer au plus de cibles possibles. En règle générale, les membres du GRU agissent sous couverture. On les trouve principalement dans les ambassades où ils se font passer pour du personnel diplomatique. Ils sont en réalité payés pour écumer tout ce qui peut être intéressant pour leur pays. Et pour ça, ils fréquentent des soirées autour de la politique, des projections de documentaires ou même des bars prisés par des militaires. Si jamais vous avez un doute sur le fait d'être approché par un membre des services secrets russes, voici comment celui-ci procède. Il risque de vous tendre une carte de visite, en vous expliquant se sentir seul, isolé, loin de la Russie. Peut-être qu'il vous dira vouloir se faire des amis ou en avoir marre de sa femme et avoir envie de s'enivrer. Une fois le poisson ferré, la cour commence.
votre nouvel ami risque de multiplier les propositions de soirée, dans des bars à vin huppé si vous aimez ça, ou si vous préférez, dans des bars à sushi ou des bars à hôtesses. Quelle que soit votre envie, il se pliera en 4 pour la combler. Et l'alcool aidant, il se mettra à vous poser quelques questions plutôt personnelles. Êtes-vous satisfait de votre salaire ? Aimez-vous fréquenter les femmes ? Il trouvera sans doute aussi un moyen de vous raccompagner chez vous et fera semblant de partager votre passion pour les cigares, même s'il n'en a jamais fumé de sa vie. Vient ensuite le moment de la requête. Votre nouvel ami risque de vous demander plein de choses qu'il pourrait d'ailleurs faire tout seul. Pouvez-vous lui acheter un téléphone ou lui transmettre un manuel d'utilisation de caméra ? En réalité, il vous teste. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour lui rendre des services ? Ces rapprochements peuvent parfois durer plusieurs dizaines d'années. Et qu'on se le dise, c'est probablement comme ça que Marc a été repéré par le GRU. Mais quelles informations ces agents russes peuvent-ils venir chercher en Europe ? Et pourquoi cibler particulièrement Marc, un militaire de l'OTAN muté en Italie ? Depuis quelques années, l'armée russe intervient militairement dans de nombreux pays comme l'Ukraine ou la Géorgie, une attitude qui ravive les tensions avec l'Europe et les États-Unis, alliés militairement dans l'OTAN. Et comme l'explique une note des services secrets français, à chaque fois que les Russes passent à l'assaut sur le terrain, ils accompagnent ça d'une offensive côté espionnage et déploient des agents secrets absolument partout. Résultat, le niveau d'activité du renseignement russe est le même que du temps de la guerre froide, aussi bien en termes d'effectifs que de temps consacré. La zone de l'OTAN où travaille Marc, près de Naples, est donc tout à fait stratégique. C'est là qu'a lieu la surveillance des zones du Moyen-Orient et de la mer Noire. Et surtout, c'est ici que se décident les interventions de l'Alliance militaire, créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Avec une trentaine de pays membres, elle multiplie les opérations communes pour assurer sa défense mutuelle et protéger certaines frontières. Une menace pour la Russie, qui n'en fait pas partie. C'est pour ça que Marc est une cible de choix. Il a accès à certaines informations classées confidentielles par l'OTAN, celles des 2 premiers niveaux d'un groupement qui en connaît 4, dont le Cosmic Top Secret. Mais s'il est aussi convoité, c'est qu'il a côtoyé des gradés de haut niveau et qu'il a donc en sa possession des informations cruciales. Si Marc accepte cette collaboration, c'est le jackpot pour les services de renseignement militaire russes. Car en toute discrétion et sans que personne ne le soupçonne, il peut récupérer des dizaines et des dizaines de documents et des rapports classés confidentiels. Lorsque Yuri rencontre Marc en 2019 au bord du lac de Streza, il est fort probable que le Français collabore déjà depuis plusieurs années avec ses services. Mais depuis quand exactement ? Ça, on ne le saura jamais. Toujours est-il que ce matin-là, Yuri tend à Marc 3 clés USB que ce dernier s'empresse de prendre. Pour se fournir un alibi, le Français vient accompagné de sa fille, âgée d'une vingtaine d'années. Mais ce que les deux hommes ne savent pas, c'est que l'agent russe Yuri a été repéré depuis plusieurs mois par les services secrets italiens. Chacun de ses déplacements fait l'objet d'écoutes et de filatures. Ils sont donc aux premières loges lors de l'échange, qui dure quand même plus de 2 heures, et décident de transmettre toutes ces informations aux services secrets français et américains. Pendant 1 an, Marc est surveillé à son tour. Les services secrets scrutent ses allers et retours entre la France et l'Italie. Ils assistent même à de nouveaux rendez-vous avec Yuri. Les services français ont alors 2 choix. Placardiser Marc dans un service où il sera inoffensif jusqu'à l'heure de la retraite, ou bien transmettre le dossier à la justice, au risque peut-être de devoir laver leur linge sale en public. Alors qu'ils sont habitués à régler les choses en interne, ils décident cette fois-ci de transmettre ce dossier à un juge d'instruction. Est-ce à la demande des services secrets américains, ou parce que cette trahison met directement en danger l'OTAN ? Là encore, personne ne le saura jamais. À la suite de l'enquête qui dure 1 an, Marc est arrêté et mis en examen.
C'est Florence Parly, alors ministre des Armées, qui l'annonce à la radio le 30 août 2020. Une première dans le monde feutré et confidentiel des services secrets. Ce que je peux dire, c'est que confirmer qu'un officier supérieur est sous le coup d'une procédure judiciaire pour transmission ou atteinte à la sécurité. Et si il est sous cette procédure judiciaire, c'est parce que le ministère des Armées a pris l'initiative de saisir le procureur de la République en enclenchant ce que l'on appelle un article 40. Donc c'est à l'initiative du ministère des Armées que cette procédure judiciaire a été initiée. Et maintenant... De quoi est-il soupçonné pour vous ? Ça, c'est évidemment, c'est à la justice maintenant que de l'établir. Ce que je peux dire, c'est que nous avons pris toutes les mesures de sauvegarde qui étaient nécessaires. Et maintenant, il faut que la justice puisse faire son travail dans le respect du secret de l'instruction. Au moment de l'instruction, Marc explique aux enquêteurs être tombé sur Yuri par hasard alors qu'il se reposait près du lac avec sa fille. Il explique que la conversation a eu lieu en anglais et qu'ils ont parlé de la pluie et du beau temps. Mais quelques jours plus tard, il se ravise et admet avoir discuté en russe. Sauf que ses souvenirs sont flous, il ne se rappelle pas de la nature des échanges. Marc ne cesse de le répéter, il n'a aucune idée de la réelle identité de Yuri. Il ne l'a jamais croisé avant et il est loin de se douter qu'il s'agissait en fait d'un membre du GRU. Pourtant, lors de ses auditions, il change une 3e fois de version. Yuri l'aurait approché frontalement en lui mettant la pression. On sait qui vous êtes, on sait où vous travaillez et on veut que vous nous transmettiez des informations. À ce moment-là, Marc décide de plaider la carte de la passivité. En gros, il dit aux enquêteurs avoir été dans, je cite, le refus intérieur de faire quoi que ce soit. Il a récupéré les clés USB par automatisme et ne s'en est même pas servi. Marc dit aussi qu'après cette rencontre, il tente de révéler l'affaire à 2 collègues, mais au dernier moment, là encore, il se ravise. Les conséquences de cet aveu auraient été bien trop importantes par rapport à ce qu'il considère comme être des échanges insignifiants. À la fin de son audition, il dit se sentir incompris et explique que sa russophilie n'a jamais été utilisée à sa juste valeur par l'armée française. Marc est placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Il est mis en examen pour livraison d'informations portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Son avocat communique peu, mais il insiste sur le fait que Marc n'a jamais été pris en flagrant délit en train de transmettre des documents aux agents russes. Si la trahison est avérée, Marc encourt jusqu'à 15 ans de réclusion. Il sera jugé par une cour d'assises au cours de l'année 2023, sans doute à huis clos, secret des informations oblige. Des cas de cette ampleur en France, on les compte sur les doigts d'une main. Surtout dans un contexte comme celui-ci. Depuis l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe en 2022, le rôle stratégique de l'OTAN a été renforcé. Au moment où l'agressivité des services secrets de Vladimir Poutine s'est décuplée, l'Europe multiplie les actions pour montrer qu'elle veille au grain. La France a expulsé la même année plus de 35 faux diplomates qui étaient, en fait, des membres du GRU. Et le cas de Marc pourrait bien être un avertissement envoyé aux autorités russes. Autrice, Licia Mézenc. Narratrice, Juliette Livartowski. Réalisateur, Quentin Bresson. Productrice, Charlotte Bex et Juliette Livartowski.